À l'occasion de l'organisation des assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine de développement à Brazzaville, la République du Congo se trouve au cœur des enjeux économiques et financiers du continent africain. Cet événement majeur intervient dans un contexte marqué à la fois par des enjeux de mobilisation, des ressources pour le développement de l'Afrique, des défis persistants liés à la soutenabilité de la dette et la volonté affichée du Congo d'accélérer sa diversification économique. Pour le pays, ces assemblées apparaissent comme une opportunité stratégique de visibilité et de repositionnement. Pour en parler, nous recevons dans cette édition de décryptage Ludovic Ngaté, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de la prospective de la République du Congo. Sur quel pilier repose le choix de Brazzaville pour accueillir ces assemblées annuelles et peut-on y voir une reconnaissance du retour progressif du Congo sur la scène financière africaine et internationale? D'abord, pour choisir un pays, il faut que le pays soit capable d'offrir les conditions matérielles d'organisation. Donc, un cadre logique, les infrastructures pour accueillir les assemblées annuelles, à savoir un centre de conférence, par exemple, les hôtels, un aéroport où des avions de tout calibre peuvent se poser, ce qu'offre logiquement le Congo, sans compter la stabilité politique, l'attractivité minimale pour ne pas effrayer les membres et le monde économique et financier qui doit venir et participer à ces assemblées. Donc, je pense que sur tous ces critères, le Congo cochait toutes les cases et c'est pour cela qu'en 2022, le conseil d'administration de la BAD a choisi le Congo ainsi que les assemblées annuelles de 2022. Le thème retenu cette année porte sur la mobilisation massive des ressources pour financer le développement de l'Afrique. Selon la BAD, le continent fait face à un déficit annuel de financement supérieur à 400 milliards de dollars. Quelle contribution concrète le Congo souhaite-t-il apporter à cette réflexion? Pour en arriver là, il a fallu que le conseil des gouverneurs, le conseil d'administration ait réfléchi. Et le Congo est membre de toutes ces instances. Nous nous battons nous-mêmes ici, à notre petite mesure au niveau de la CEMAC, à bâtir la même architecture financière qui permette de mieux mobiliser l'épargne pour mieux mobiliser les financements. Comme vous le savez, l'Afrique centrale a mis en place depuis aujourd'hui 8 ans un nouveau marché financier qui est certes à ses balbutiements, mais qui commence à apporter ses fruits dans le financement des économies de l'Afrique centrale. Cela va aller à grande échelle avec ce que nous propose la Banque africaine de développement, à savoir la nouvelle architecture financière africaine qui doit permettre de mieux mobiliser toutes les épargnes et tous les moyens financiers pour combler le gap de financement de l'Afrique. C'est bien ça qui est en jeu et le Congo prendra toute sa part dans cette architecture financière, nouvelle architecture financière africaine. Au-delà de l'aspect diplomatique, qu'attend précisément le gouvernement congolais de ces assemblées? Une hausse des investissements privés, des financements concessionnels, des partenariats structurants ou encore une amélioration de la perception du risque pays? C'est un peu tout cela à la fois. En ce sens que nous avons, ces 20 dernières années, transformé le pays, construit beaucoup d'infrastructures, rétabli les équilibres macroéconomiques après le Covid. Le pays se porte mieux. Nous lançons un nouveau plan national de développement, une nouvelle stratégie de développement appelée Congo 2063, les deux vont nécessiter beaucoup d'investissements. Et nous offrons nous-mêmes des possibilités pour les investisseurs de venir nous accompagner pour mettre ensemble et développer ce potentiel. C'est pour cela que, bien sûr, il y a la reconnaissance de notre pays en tant que un grand membre de la communauté financière internationale, mais surtout une destination rêvée de tout investisseur qui veut multiplier son potentiel et développer ses affaires. C'est ça que le Congo attend de ces assemblées annuelles. C'est pour cela qu'il y a des événements qui sont prévus sur le Congo qui vont nous permettre de présenter les principaux projets d'investissement des 5 prochaines années. Les dernières projections évoquent une croissance comprise entre 2,4% et 2,8% pour l'économie congolaise en 2025-2026.
Après plusieurs années de ralentissement, estimez-vous que le Congo est enfin sorti de la phase de vulnérabilité économique liée au choc pétrolier? Nous pensons très bien que notre pays a passé ces moments difficiles des années Covid. Depuis 2022, nous sommes en croissance et l'année dernière, c'était 2,8. Cette année, on sera probablement à 4,4. Nous prévoyons 5,3 en 2026 et un peu légèrement moins en 2027. Mais nous pensons qu'avec tout ce qui est mis en œuvre, notamment le nouveau PND, notamment l'évolution de la conjoncture qui est plutôt favorable au Congo, nous devons avoir plus de moyens pour financer les projets structurants et accélérer les réformes structurelles qui permettent de mieux attirer et mieux accueillir les investissements directs étrangers. Mais aussi mieux mobiliser notre jeunesse et nos entrepreneurs à investir dans le pays et à transformer ce pays. Le FMI souligne néanmoins que les vulnérabilités liées à la dette demeurent élevées. Certaines estimations situent encore la dette publique congolaise autour de 90% du PIB. Quelle est aujourd'hui votre stratégie pour réduire durablement ce ratio, sans freiner l'investissement public? La stratégie mise en place d'abord vise à mieux s'endetter. Donc, privilégier l'endettement concessionnel à des taux raisonnables et surtout lisser les paiements. Parce qu'en réalité, le problème que nous avons, c'est un problème d'accumulation de paiements à courte échéance. Donc, il y a cette question de gérer la dette, mais il y a aussi mieux mobiliser nos ressources intérieures. Nous faisons partie des pays qui ont un taux de pression fiscale les plus faibles. Nous sommes à 9%. Quand des pays, les pays moyens en Afrique sont autour de 15%, et quand les meilleurs pays en Afrique sont autour de 20%. Donc, il y a une marge incroyable. Il y a aussi une meilleure mise en place, une meilleure attractivité des investissements. Nous sommes en train de mettre en œuvre des réformes structurelles qui permettent de présenter un meilleur environnement des affaires, notamment l'électricité, une meilleure digitalisation. Tout ça va faire que nous aurons plus de moyens pour financer notre économie et donc réduire notre dépendance à la dette. Même dans la même période, nous devons mieux la payer. C'est vraiment ce qui est prévu. Et dans les projections, normalement, on doit se désendetter et mieux mobiliser nos ressources intérieures et mieux dépendre donc de la dette. Dans la stratégie de financement des projets dont je vous ai fait état, il est privilégié des financements avec les partenaires, notamment sous forme de BOT, de concessions et autres, pour réduire la pression sur la dette. Vous avez récemment affirmé que la diversification économique constituait une priorité stratégique du gouvernement dans la trajectoire Congo 2050. Quels sont aujourd'hui les secteurs considérés comme prioritaires? Agriculture, mines, bois transformés, numérique, industrie ou logistique? Effectivement, nous amorçons progressivement la diversification de notre économie. Si dans les années 2010, le PIB du pétrole était à 60%, aujourd'hui il est autour de 43%. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un léger mieux dans la diversification. Les secteurs porteurs de cette diversification sont l'agriculture, les services financiers et autres services, mais aussi le tourisme, l'industrie et le secteur minier. Voilà. Donc, il y a une volonté claire des autorités congolaises à accélérer la diversification économique. Nous avons des zones économiques spéciales dont le développement s'accélère et qui devront demain permettre vraiment de faire que la dépendance au pétrole soit de moins en moins le cas et donc qu'on ait une économie plus diversifiée. Mais cela prendra du temps parce qu'il faut beaucoup de réformes, notamment des réformes structurelles qui permettent d'accélérer l'attractivité, d'améliorer l'attractivité du pays et donc d'accélérer l'investissement, les investissements directs étrangers et les investissements privés. Le climat des affaires reste souvent cité parmi les défis du Congo. Quelles réformes souhaitez-vous accélérer pour rassurer davantage les investisseurs internationaux présents à Brazzaville durant les assemblées? Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits
pour améliorer le climat des affaires. Ces efforts méritent d'être amplifiés, notamment avec la stratégie de digitalisation de l'administration et des finances publiques. Nous attendons beaucoup de ce projet qui est conduit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour diminuer la pression sur les investisseurs et sur Monsieur tout le monde qui veut entreprendre. Nous avons engagé la réforme de notre système fiscal. Nous avons engagé la réforme du Code des investissements. Nous travaillons pour que nous offrons dans les brefs délais un cadre des affaires qui soit assaini et qui permette l'accélération de l'investissement. Et donc, le climat des affaires du Congo, il est appelé à gagner des places. Et d'ailleurs, quand on constate par rapport aux dernières statistiques, on a gagné des points. Mais on peut aller encore plus loin en finalisant ces projets qui sont en cours, notamment ceux liés à la digitalisation et aussi à l'accès au crédit. Et ça, c'est un travail que nous faisons avec la Banque centrale et qui avance. Dans un contexte de fragmentation économique mondiale, l'intégration régionale africaine apparaît comme une nécessité. Quel rôle le Congo souhaite-t-il jouer dans la dynamique de la ZLECAf et dans l'intégration économique de l'Afrique centrale? Comme vous le savez, le Congo est partenaire et membre donc des zones économiques comme la CEMAC, la CEAC. Nous sommes situés au cœur de ces deux zones, deux communautés régionales, sous-communautés régionales, deux communautés régionales. Nous entendons, pour ce qui nous concerne, à mettre tout en œuvre, à établir la connectivité avec tous nos pays voisins. Nous l'avons déjà fait avec la République sœur du Cameroun. Avec la RDC, nous sommes en train de finaliser les dernières contraintes qui pesaient sur le pont Routrail. La semaine dernière, donc, nous avons signé un protocole d'accord qui règle tous les problèmes qui restent en suspens. Maintenant, on peut poursuivre les appels d'offres pour que dans 9-10 mois, on choisisse la firme qui va réaliser le pont Routrail. Nous serons soutenus d'ailleurs dans ce processus par de nombreux partenaires dans la BAD. Mais aussi avec les autres pays voisins. L'Angola, nous avons une route qui va jusqu'au Cabinda, mais il reste encore des connexions à faire, notamment à finaliser la route. Nous pouvons aller déjà au Gabon par le centre, mais il y a un autre corridor qui est celui d'Olizy vers la frontière du Gabon, sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous allons travailler aussi sur la voie qui permet d'aller de Dolizy au sud de la RDC, en allant notamment vers Kenge et le port de Matadi et autres. Bref, nous sommes en train de travailler pour que le Congo, dans 5-10 ans, soit complètement connecté avec tous les autres pays. Mais le plus grand corridor, c'est le corridor 13. Et vous avez suivi, il y a environ un mois et demi, le président de la République avait lancé les travaux pour la route, le bout de route qui reste du corridor 13, à savoir de Pokola à la frontière centrafricaine, en passant par Ifondo. Donc, le pays est vraiment dans la dynamique de sa connexion avec les grands corridors africains qui favorisent l'intégration et la mise en place de la ZLECAf. La ZLECAf sera un vœu pieux si nous ne bâtissons pas toutes ces infrastructures. Si l'Afrique ne se connecte pas elle-même, parce que la ZLECAf veut dire une zone de libre-échange continentale. Mais la zone de libre-échange veut dire qu'on fait du commerce intérieur à l'Afrique. Mais on ne peut faire du commerce que s'il y a des routes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, cela est très difficile entre les pays de l'Afrique centrale entre eux. Et c'était un grand défi pour notre sous-région. Et nous pensons d'ailleurs que lors de ces assemblées annuelles, un accent particulier sera mis sur les projets intégrateurs de l'Afrique centrale. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.